Bienvenue dans le débat de France 24, une grande zone de libre-échange qui s'étend des deux côtés de l'Atlantique. Un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. C'est en tout cas ce qui va arriver vraisemblablement dès le mois prochain. Les députés européens viennent en effet d'approuver dans leur majorité l'accord conclu entre Bruxelles et le Canada, le fruit de 7 années de longues et parfois pénibles négociations. Et pour cause, le texte reste violemment rejeté par toute une frange d'associations, de partis politiques ou même de régions qui y voient le cheval de Troie des grandes multinationales en guerre contre les États et pressés de détricoter nos modèles sociaux. On en parle avec à mes côtés Benjamin Corria, professeur d'économie à l'université Paris 13. Bonjour, vous êtes également membre des économistes atterrés. Et votre livre à sortir s'intitule « Changer d'avenir » aux éditions Les Liens qui libèrent. Christian de Boissieu, vous êtes professeur d'économie, vous à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes. Alors concrètement, Christian de Boissieu, qu'est-ce qui va changer d'ici combien de temps et en gros, quand est-ce qu'on va en voir les premiers effets? Bon, d'abord, d'ici combien de temps? Vous disiez mars. C'est pas du tout évident parce qu'il faut une ratification de cet accord entre le Canada et l'Union européenne par 38 parlements. Alors, parlements nationaux, plus dans certains pays, des parlements régionaux. Je pense à la Wallonie en Belgique, etc. Donc, et il faut l'unanimité, si je ne m'abuse. L'unanimité des 38. Donc, ça n'est pas fait. C'est extrêmement compliqué parce qu'on s'en souvient déjà, le Parlement de Wallonie avait bloqué une première fois. Bon, donc ça n'est pas fait. C'est dans un contexte compliqué. Sur le plan mondial, je pense qu'on y reviendra. Bon, deuxièmement, c'est quand même dans la durée que tout ça devrait s'inscrire. Hein. C'est pas, il va y avoir, si cet accord est ratifié, il va y avoir une baisse en quelque sorte des obstacles tarifaires, non tarifaires dans les échanges entre le Canada et l'Union européenne à 28. Parce que le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne, le Brexit prendra effet de 2 ans probablement, donc le Royaume-Uni est concerné. Troisième remarque et dernière à ce stade-là, moi ce qui me frappe, je l'ai dit, c'est que ça se passe dans un contexte où M. Trump, du côté américain, et dans une tentation et peut-être même une réalité protectionniste qui m'inquiète un peu. Je veux dire, il est en train de détricoter l'ALENA, c'est-à-dire l'accord à 3 États-Unis, Canada, Mexique. Le projet d'accord, qui était d'ailleurs pas si bon que ça entre l'Union européenne et les États-Unis, le TAFTA est au point mort. On est dans un contexte de détricotage. Donc, moi, ce qui m'intéresse si cet accord est véritablement confirmé, si l'essai est confirmé, comme on dit en rugby, ce qui m'intéresse, c'est quand même, par-delà les imperfections, je pense, sur lesquelles on reviendra, parce que c'est pas, vous disiez le rêve ou le cauchemar, la réalité est sans doute entre les deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est un signal quand même important dans le sens du libre-échange au moment où le monde est exposé à une très forte tentation protectionniste. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous, Benjamin Correa, vous vous y opposez, parce que ce texte, finalement, il aurait valeur d'exemple et qui pourrait en inspirer d'autres, et que d'après vous, c'est pas le sens de l'histoire aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Bon, d'abord, par rapport à ce que disait Christian de Boissieu, c'est tout à fait juste, il faut 38 États, mais il y a une disposition de la Constitution européenne, si je peux dire, qui autorise à anticiper l'application de ce qui est du ressort de l'Union, c'est-à-dire, en l'occurrence, 90% des clauses du traité. Donc, en attendant même que ça soit approuvé, ça peut et ça va entrer en vigueur. Ce qui est quand même encore une très mauvaise indication de l'état où en est l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle peut anticiper des traités sur lesquels elle n'a pas d'accord des pays membres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je ne me félicite pas des orientations ultra-protectionnistes de Trump. Mais ce que dit le Brexit, ce qui se passe avec Trump, ce que disent les peuples dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on s'est trompé d'orientation. Voilà. Et que le tout libre-échange auquel on a procédé au cours des dernières années, les peuples n'en veulent plus. Et pour beaucoup de raisons. Il faut se souvenir quand même que ce traité, il a été engagé par Barroso quelques années ou quelques mois avant qu'il ne rejoigne
Goldman Sachs. Bon. Et c'est toujours la même réponse que donne l'Europe quand elle va mal. Au lieu de se retourner vers elle-même, au lieu de réfléchir sur comment reconstruire ses fondements, ses fondations, elle fonce vers l'ouverture externe. C'est ce qu'elle a fait en 86, c'est ce qu'elle a fait en 90, et c'est ce qu'elle fait après 2008. Donc, on va revenir maintenant sur le détail, mais l'orientation n'est pas la bonne. C'est pas de ce côté qu'il faut aller. Vous, Christian de Boissieu, on l'imagine, vous insistez plutôt sur les bénéfices attendus de cet accord. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, on va peut-être le voir en image, on attend 25% des échanges en hausse avec le Canada, ce qui se traduirait par 12 milliards d'euros de PIB supplémentaires chaque année pour l'Union européenne. C'est une estimation qu'on va peut-être discuter. D'ailleurs, elle est excessivement optimiste. C'est ridicule. C'est l'Union européenne, c'est très faible. C'est 0, vous voyez, je suis pas dogmatique. Et 12 milliards d'euros par an, c'est vrai que Benjamin le reconnaîtra. C'est ridicule. C'est pas ce qui m'intéresse dans cet accord. Parce que quand on a fait tourner des modèles pour voir les conséquences sur la croissance pour nous dans l'Union européenne et pour le Canada, d'ailleurs l'effet est plus important pour le Canada que pour l'Union européenne d'après les modèles qui ont été utilisés. Et deuxièmement, à mon avis, cet argument il est faible. Est nul, oui, c'est ridicule. L'Europe a besoin de plus de croissance et de moins de chômage. C'est pas le Canada qui va lui apporter. Non, c'est pas ça. Bien sûr moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse dans cet accord, c'est pas tellement l'effet sur la croissance. Ce qui m'intéresse, et je l'évoquais il y a une minute, c'est le signal que ça donne. Le signal que ça donne d'ouverture dans un contexte où, de manière désordonnée et unilatérale, du côté américain, on remet tout en cause. Alors, on va parler de la mondialisation. On va parler des limites de la mondialisation. Et je veux dire, là, moi, je ne suis pas aveugle. Je vois bien que la mondialisation, elle est contestée. Est-ce que ce n'est pas un anachronisme? C'est ce que dit finalement Benjamin Correa. C'est cet accord négocié depuis 7 ans. Finalement, c'est l'état d'esprit de 2009 voulu par Barroso. Oui, mais en même temps, je vais vous dire, d'abord, il faut toujours du temps. Regardez, depuis 2001, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, nous n'avons pas avancé sur ce qu'on appelle le Doha Round. Et c'est lié un peu à notre sujet. Aujourd'hui, du coup, il y a des accords bilatéraux. Il y a des accords, parce que moi, ce qui m'inquiète au niveau mondial, et là, ça rejoint le débat sur le fait que la mondialisation n'est pas régulée au plan mondial et a créé des inégalités. Ce sont les deux principaux reproches, je crois, qu'on peut faire à la mondialisation. Ce qui m'inquiète, c'est que tout ça intervient dans un contexte où le gendarme mondial, qui devrait être l'Organisation mondiale du commerce, est nul, est faible, est impuissant. Le gendarme mondial est nul, bon, très bien. Alors, profitons-en. S'il est nul, c'est parce qu'il a été arrêté, il a été bloqué. Parce que, encore une fois, il allait dans la mauvaise direction. Donc, profitons-en pour mettre de l'ordre dans la maison. Voilà. C'est une mauvaise idée de vouloir abaisser les barrières douanières, les barrières tarifaires et d'harmoniser les normes pour permettre aux pays de commercer entre eux sur des produits semblables. En soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que les barrières douanières avec le Canada, elles sont déjà extrêmement basses. Donc, c'est pas du tout là-dessus que ça porte. Quant à l'harmonisation des normes, la question qui est derrière, c'est presque des différences de civilisation. Parce que les normes, c'est des choix sociaux, c'est des choix culturels. Donc, qu'est-ce qui est derrière Qu'est-ce qui est derrière Il y a derrière toute une série de choses concernant... Concrètement alors, les choses les plus sérieuses, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, les choses les plus sérieuses, c'est quoi? Les choses les plus sérieuses, c'est premièrement donner la possibilité aux multinationales ouvertement d'attaquer les États. De recourir à des tribunaux arbitraux. De recourir à des tribunaux. Sauf qu'on sait maintenant que ce seront des tribunaux publics et plus privés. Non, c'est rien du tout. On sait rien du tout. Vous allez extrêmement vite. Ce qu'on sait, c'est que les États nomment des juges qui restent des juges privés sur lesquels les possibilités de conflit d'intérêts avec les multinationales ne sont absolument pas éliminées puisque le traité a refusé d'inclure une disposition qui impliquait que 5 ans avant et 5 ans après, ils n'aient pas d'activité au profit des multinationales. Donc on ne sait rien du tout. Pour vous, c'est trop court. On va laisser juste Christian de Boissieu répondre sur cette question pour que les gens comprennent. C'est le moyen quand même pour les entreprises qui ne seraient pas d'accord avec la politique publique d'un pays de porter plainte auprès donc d'un tribunal d'arbitrage international. Oui, et donc de mettre sur un pied d'égalité finalement les États et les entreprises. Non, on a eu ce débat à propos du projet d'accord entre les États-Unis et l'Union européenne, le TAFTA. Une partie du débat a porté sur la question du règlement des différends et on a achoppé là-dessus. On a achoppé sur beaucoup d'autres sujets, mais sur celui-là aussi. Moi, je pense qu'il faut clarifier le sujet. Oui, mais c'est fait, c'est signé. Oui, non, mais je veux dire, d'après ce que j'ai compris, il y a une cour. Alors, il faut voir s'ils sont indépendants, pas d'une quinzaine de juges. C'est le chiffre que j'avais en tête. Bon, il faut
Moi, je pense que l'indépendance, ça se juge dans la pratique. Oui. Et donc, il faut voir... bon, c'est pas clair, mais c'est important, parce qu'il faut pas que ça nous pousse à une course vers le moins 10 ans. La crainte, c'est que les tribunaux soient sous le poids des lobbies, en fait. Mais évidemment, mais ils le seront. Ouais. Ils le seront. Parce que, le Parlement européen l'est déjà. Donc, mais comme je l'ai indiqué, on a refusé qu'il ne soit pas sous l'influence des lobbies, puisqu'on a refusé des délais de carence de 5 ans avant et après le travail pour les multinationales. Donc ça, c'est un premier point. Rapidement. Donc, juste, si on peut dire un mot, il y a sûr. un point positif qui est l'ouverture des marchés publics. Oui. Bon, du côté canadien, on va voir ce que ça donne. Ça permettra aux entreprises européennes aussi donc de participer. Et puis, alors, il y a un débat, qui est plus incertain et qui met dans l'angoisse nos agriculteurs, c'est tout le volet agricole. Voilà, alors, le volet agricole est pas bon du tout. L'agriculture, par exemple, il y a les craintes, par exemple, pour les éleveurs, de voir les importations de viande bovine canadienne multipliées par 10 dans un marché qu'on sait déjà saturé. Exactement. Est-ce que ça, c'est pas tout simplement les méfaits de la mondialisation tout court, j'allais dire. Oui, mais c'est une mondialisation qui est mal régulée. Voilà. C'est pas. Moi, je critique pas l'ouverture. Oui. Je pense que la fermeture, il y a rien de pire. On l'a vu dans les années 1930. Donc, si tout le monde revient sur ces frontières. On sait aussi que les quotas laitiers avaient permis de réguler un peu le marché du lait. On se retrouve aujourd'hui dans une situation compliquée. Il faut des arbitres dans le système. Le problème, c'est pas l'ouverture. On revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'au lieu de foncer comme on fait dans l'accroissement des échanges, de l'abaissement de l'ouverture, il faut qu'on remette un peu d'ordre dans la maison. Je donne juste un exemple. On dit c'est formidable, on va ouvrir les marchés publics au Canada. On va d'abord les ouvrir énormément chez nous parce que ça, les gens ne le savent pas. Le traité contient une disposition tout à fait neuve, et la disposition neuve, c'est que tout ce qui est marché public, etc., tout ce qui est service public, si ça n'est pas été explicitement indiqué comme ne faisant pas partie de l'accord, devient sujet à accord. Donc, moi, ce que je voulais dire simplement sur ce point, c'est que les petites et moyennes entreprises françaises ou européennes, qui, elles, ont besoin de davantage de marchés, elles ont beaucoup plus besoin de ce qu'on appelle un Small Business Act, c'est-à-dire la possibilité qu'on leur réserve une partie des marchés publics, que d'aller se battre sur les marchés canadiens. Vous voyez, parce que Cécilia Malmström, la commissaire au commerce, elle dit cet accord va profiter aux 17 000 entreprises européennes qui exportent vers le Canada, parmi lesquelles 80% sont des PME. Mais c'est pas vrai, parce que les PME ne sont pas équipées pour aller se battre contre les grandes multinationales françaises ou canadiennes ou européennes sur le marché canadien, et ce qu'elles demandent, c'est pas ça. Ce qu'elles demandent, c'est... Non, mais là-dessus, je rejoins, on peut être d'accord quand même sur un certain nombre de points. L'Europe a besoin d'un Small Business Act, ça fait 10 ans qu'on le dit. Bien sûr. Ça avait réservé des marchés publics aux entreprises. En tout cas pour les petites et moyennes en particulier. Ça va complètement à l'encontre de la logique de cet accord. Non, mais peut-être, il faut voir comment articuler les deux. Est-ce qu'il faut choisir entre A ou B, ou avoir A et B? Moi, je veux dire, si on peut avoir... il faut que l'Europe relance le Small Business Act. Des marchés publics à géométrie variable, c'est ce que vous dites, quoi. Non, mais... Certains réservés aux entreprises européennes. Je veux dire, les PME, de fait, ne profitent beaucoup moins que les grandes. Mais bien sûr, dans ces ouvertures-là. On le voit bien. Après, moi, j'ai un troisième point sur lequel je ne veux pas qu'on finisse sans en parler. Le principe de précaution. Oui, il y a le principe de précaution, évidemment, qui est tout à fait important. Alors, il y a deux logiques totalement différentes au Canada et en France. En France, le principe de précaution, c'est que c'est aux entreprises à faire la preuve de la non-nocivité de leurs produits, alors que dans la tradition anglo-saxonne, c'est l'inverse. Voilà. Et le traité tranche de l'autre côté. Mais il y a encore un dernier point qui me paraît très, très important, sur lequel je veux dire un mot absolument. C'est la question écologique. La question de savoir si ce traité est compatible avec la COP21 est ouverte, parce qu'il a été négocié avant, il contient une série de... Il n'y a pas de mention sur la limitation des gaz à effet de serre, mais j'ai envie de vous demander, Christian de Boissieu, est-ce que c'est le rôle d'un traité de libre-échange de faire mention d'accords sur l'environnement? Moi, je pense qu'il faut, coordonner cet accord dont les négociations ont commencé avant la COP21 de Paris de décembre 2015, avec les résultats de la COP21 à Paris, de la COP22 à Marrakech. Et si on n'arrive pas à articuler les deux, il y aura un vrai problème de crédibilité. Un point quand même qui devrait nous rassurer, cet accord, il ne permettra pas en tout cas d'autoriser en Europe ni le bœuf aux hormones, ni le poulet au chlore, ni les OGM. Donc ça prouve quand même... Et on pourra exporter nos camemberts. Voilà. Oui, en principe. Oui, parce qu'il y a une centaine d'AOC qui sont reconnus, par rapport la totalité. Par rapport à ces petits points qui sont rien du tout, c'est-à-dire 145...
145 reconnaissances d'appellation contrôlée sur 1500, il y a des dangers gigantesques qui sont, je le répète, la question des services publics hein, et de la possibilité, voilà, l'attaque. Pourquoi les services publics? Ah ben c'est la question des marchés, la question des services publics, c'est quoi? Eh ben c'est le fait qu'un certain nombre d'activités qui sont des activités publiques, sitôt qu'elles sont ouvertes un tout petit peu à la concurrence, deviennent objets de concurrence. Ça veut dire, en pratique, que par exemple, on peut imaginer que une école qui se fournit auprès des producteurs locaux pour des produits bio pour les enfants va devoir demain passer par des appels d'offres publics ouverts aux entreprises canadiennes et probablement aux entreprises américaines. Oui, mais elles sont déjà ouvertes aux entreprises européennes, aux autres entreprises européennes aujourd'hui de facto. Même pas nécessairement, parce qu'il y a toute une série d'exceptions qui permettent de s'en protéger. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse dans cet accord, c'est que c'est un signal, comme je l'ai dit, comme quoi... Oui, mais c'est pas un bon signal. C'est un signal dans le sens de l'ouverture au moment où Trump et d'autres, le Brexit, Trump, sont en train de se refermer. Et donc, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, à partir de là, on peut discuter des conditions de l'ouverture, mais on est en train de détricoter la mondialisation. La mondialisation a des limites, a des défauts. Il faut l'améliorer. Mais la fermeture généralisée... Non, mais je comprends ce que dit Christian de Boissieu, mais Trump ne peut pas servir de prétexte pour fabriquer des mauvais accords. Donc, je veux dire, devant l'offensive... Mais quand on voit la difficulté... Pardonnez-moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on voit la difficulté qu'on a eu de faire avancer, effectivement, l'OMC, Christian de Boissieu le disait, parce qu'effectivement, chaque pays défend son précaré, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas se dire... il y a peut-être des concessions à faire, sinon on avancera. Non, il y a un moment où il faut se dire, on fait un pas de côté, on arrête et on réfléchit. Parce que, je veux dire, c'est pas Mais on va vendre aux autres notre conception à nous de la mondialisation, nous Français? Non, mais pas nous Français, nous Européens. On commence par ne pas se précipiter à signer des accords qui ouvrent des pans entiers de dangers supplémentaires. J'ai parlé de la possibilité pour les États d'attaquer une multinationale. J'ai parlé de la question de COP compatible. J'ai amené avec moi, on n'a pas le temps, bien sûr, on n'a pas le temps, mais Madame Ségolène Royal a fait demander à ses services et à une commission si le traité était compatible avec la COP 21. La réponse est oui, sous réserve qu'on satisfasse à 10 conditions qui ne sont pas dans le traité. Ça veut dire qu'il n'est pas compatible. Donc, prenons le temps de réfléchir. Vous dites on n'a pas le temps de réfléchir. Je dis on a besoin de plus d'Europe. Alors, il faut voir comment articuler tout ça. L'Europe a besoin de se ressaisir. On a besoin de donner un signal de non-fermeture en ce moment. Voilà ce que je pense. Bon. Et on vous a entendu chacun. Même s'il faut renégocier certains aspects, je crois qu'on est d'accord. Finalement, vous êtes assez d'accord, je crois, sur le fond. On n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, moi, je pense que la solution n'est pas de foncer dans une direction qu'on sait erronée. Merci beaucoup, Benjamin Corriat. Merci à vous, Christian de Boissieu, d'avoir bien voulu débattre de ce fameux CETA qui va donc rentrer en vigueur, mais on ne sait pas encore quand. Voilà, restez avec nous dans un instant, à nouveau face à face.